Bonjour et bienvenue à ce webinaire du mercredi 12 octobre 2022 intitulé Projet Fais-moi un dessin, une approche participative communautaire pour étudier et répondre à l'hésitation vaccinale contre la COVID-19. Mon nom est Nathalie Boivin. Je suis agente des communications et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français et il me fait plaisir d'être votre animatrice aujourd'hui. Tout d'abord, une reconnaissance. Donc, je reconnais que je me situe sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature du traité de la Grande Paix. Je remercie la nation Mi'kmaq et Malécite de leur hospitalité sur ces territoires non cédés. Et maintenant, quelques mots sur la Société Santé en français. Donc, la Société Santé en français est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La Société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux œuvrant à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. Les webinaires poursuivent trois objectifs. Offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et finalement favoriser les interactions entre les producteurs et utilisateurs de connaissances. Les webinaires sont rendus possibles grâce au financement de Santé Canada. Notre conférencière du jour est Madame Sylvie Kruchten. Sylvie est titulaire d'une maîtrise en travail social et elle est travailleuse sociale enregistrée. Elle habite Vancouver depuis maintenant 28 ans. Elle a travaillé avec plusieurs groupes de communautés vulnérables et en particulier avec les itinérantes et itinérants et les personnes vivant dans la précarité. Sylvie est gestionnaire du projet Fais-moi un dessin au réseau santé de la Colombie-Britannique. Avant de céder la parole à Sylvie, quelques mots de logistique. Donc, vous êtes tous et toutes présentement en mode sourdine, mais on souhaite vous entendre. Donc, vous pouvez participer en utilisant les boîtes de conversation tout au bas de votre écran, soit la boîte chat ou la boîte Q&R pour poser vos questions à notre panéliste. De même, au cours du webinaire, il y aura quelques questions de sondage interactif. Toutes les réponses sont facultatives et anonymes. Il ne vous suffit que de cocher la case qui correspond à votre réponse. Essayons un premier sondage interactif. Donc, vous le voyez apparaître à l'écran présentement. Deux questions. La première, vous arrive-t-il d'intervenir auprès de personnes, que ce soit de votre famille, vos amis ou dans le cadre de votre travail, donc auprès de personnes qui hésitent à se faire vacciner? Oui, très souvent, oui, quelquefois, ou non, pas du tout. Deuxième question, travaillez-vous avec des populations marginalisées? Oui, non ou autre. Si c'est autre, prière de préciser en utilisant la boîte de discussion. Une fois que vous avez coché la réponse qui correspond à votre situation, n'oubliez pas de soumettre vos réponses. Je suis très heureuse de vous annoncer que nous sommes plusieurs en ligne aujourd'hui, non seulement d'un peu partout au Canada, mais aussi un peu partout dans la francophonie internationale. Donc, bienvenue à tout le monde. Alors, nous allons bientôt avoir les réponses du sondage, une fois que 70% d'entre vous auraient voté. Alors, n'hésitez pas à voter maintenant. On aime savoir qui est derrière l'écran. Et aussi, je vous informe que, alors voici, donc 100% d'entre vous
avez quelquefois à intervenir auprès de personnes, que ce soit de votre famille, vos amis ou dans le cadre de votre travail, auprès de personnes qui hésitent à se faire vacciner. Donc, c'est une excellente, c'est bien parce que pour notre conférencière, elle a déjà cette idée-là que vous êtes déjà dans dans cette optique. Et 64 d'entre vous travaillez présentement avec des populations marginalisées et pour 36 c'est non. Alors maintenant, je cesse le partage de mon écran et je vais demander à notre conférencière du jour, Madame Sylvie Kruchten, du réseau Santé de Colombie-Britannique, de partager sa présentation. Et j'allais vous dire aussi que la présentation de Sylvie, de même que l'enregistrement de ce webinaire, seront rendus possibles dès la semaine prochaine. Alors, Sylvie, on voit maintenant votre présentation en mode diaporama. Je vous remercie. À votre tour. Bonjour à toutes et tous et merci pour votre participation à cette présentation de notre projet de réseau santé en Colombie-Britannique. Ce projet reçoit un financement de l'Agence de la santé publique du Canada par le Fonds de partenariat d'immunisation. La présentation va porter sur les objectifs du projet et surtout avec un focus sur l'approche de ce projet, puis un examen des différentes phases du projet, la phase de recherche, la production des ressources, et puis un mot sur la dissémination des ressources. Les objectifs de ce projet sont de développer des ressources adéquates visuelles pour répondre à l'hésitation vaccinale des adultes francophones de la Colombie-Britannique, mais en particulier des communautés francophones qui sont en situation minoritaire. Ces groupes qui nous intéressent sont les personnes qui fonctionnent davantage en français, en Colombie-Britannique, qui n'est pas une province francophone, les nouveaux arrivants, les immigrants arrivés en Colombie-Britannique il y a moins de 10 ans, les aînés qui sont isolés à faible revenu, et puis les personnes qui vivent avec des faibles revenus, dans la précarité, qui sont itinérants ou à risque de le devenir. L'approche de ce projet est communautaire et participative. Et nous réalisons cette approche-là avec, en étant aidés d'un comité aviseur. Les membres du comité aviseur comportent différentes professions, un étudiant en pharmacie, un médecin, et puis des membres aussi d'organismes communautaires qui travaillent avec nous. Et puis, nous travaillons de façon plus étroite avec en particulier 4 organismes communautaires, Réseau Femmes de la Colombie-Britannique, le Centre d'intégration pour les immigrants africains, le Cercle des Canadiens français de Prince-Georges, et puis le Centre communautaire de la Boussole, avec qui nous travaillons très étroitement, puisque le projet a engagé à temps partiel une coordinatrice communautaire dans ce centre. Donc ce centre communautaire qui a une mission sociale et qui est situé au centre-ville de Vancouver. Nous sommes aussi participatifs en abordant ce projet, puisque nous, à toutes les phases de l'initiative, nous avons engagé des pairs intervenants. Ces pairs intervenants font partie des différents groupes dont je viens d'énumérer et ils sont vaccinés et ils ont été formés, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, et rémunérés. Donc avant de pouvoir répondre
aux hésitations et aux soucis vis-à-vis de la vaccination, et c'était important de comprendre quelles étaient ces préoccupations des francophones. Donc, nous avons effectué la partie recherche du projet entre le mois de décembre et le mois de mars 2022. À cette époque-là, la plupart des organismes communautaires sont fermés. Nous sommes en pleine pandémie. Il y a application du passeport vaccinal. Les personnes souvent hésitent à s'identifier comme non vaccinées ou hésitantes à la vaccination. Et de plus, l'Agence de la santé publique, lors de l'examen de notre phase de recherche, le comité d'éthique nous demande d'avoir une employée en présence de toutes les entrevues qui vont être réalisées avec des personnes non vaccinées. Nous avons alors décidé d'avoir 3 volets pour la phase de la recherche. Un premier volet est un questionnaire en ligne. Un deuxième volet va être des entrevues avec des employés d'organismes communautaires qui donnent des services de base aux personnes des communautés cibles. Et puis des entrevues alors de personnes non vaccinées avec des pairs intervenants qui participent à ce projet. Notre questionnaire en ligne a été posté sur le site de Réseau Santé Colombie-Britannique et partagé auprès de tous nos partenaires. Nous avons alors obtenu 35 réponses de personnes qui étaient vaccinées et 39 de personnes non ou partiellement vaccinées. Je vais vous donner dans les prochaines diapositives les résultats qui concernent uniquement les personnes non ou partiellement vaccinées qui nous intéressent. Je voudrais signaler ici qu'on voit que 77% des répondants ont un degré universitaire. Et les 2 tiers indiquent qu'ils ont un médecin de famille. Le questionnaire étudiait l'attitude des personnes vis-à-vis de la COVID-19. Donc, on parle ici des non-vaccinés et 40% ne sont pas inquiets à l'idée d'attraper la COVID. 60% même ne pensent pas être à risque et seulement 13% pensent que attraper la COVID serait dangereux pour leur santé. Vis-à-vis des vaccins, la moitié pense que les vaccins ne sont pas efficaces et 43% pensent même que les vaccins sont très dangereux. Les principaux sujets de crainte touchent au recul. En particulier, les personnes estiment qu'il n'y a pas assez de recul pour connaître les effets à long terme. Le vaccin ne protège pas suffisamment, 56% des répondants. Que les vaccins ne sont pas suffisamment étudiés. On relève aussi une méfiance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique à 55%, ainsi qu'un manque de confiance dans le gouvernement. Il nous intéressait aussi de savoir comment est-ce que les personnes s'informaient vis-à-vis des vaccins. On parle toujours des personnes non vaccinées. Elles font leurs propres recherches sur l'Internet à 64%, elles lisent des journaux 46% et parlent à leurs fournisseurs de santé à 46%. Quelques difficultés d'accès aux vaccins en ce qui concerne le transport et des difficultés pour se déplacer. Nous avons alors, nous sommes penchés sur certaines différences significatives entre les sujets vaccinés et les sujets non vaccinés. Ce qu'il y est à noter, bien sûr, les personnes vaccinées pensent que le vaccin est efficace à 95%, alors que les personnes non vaccinées, seulement 31%. 3% des personnes vaccinées quand même pensent que le vaccin est dangereux
contre 43% des personnes non vaccinées. Toujours touchant les différences entre les sujets vaccinés et les sujets non vaccinés, j'aimerais surtout souligner le fait que les personnes vaccinées à 80% ont un médecin de famille, les personnes non vaccinées seulement 64%. Les personnes non vaccinées rapportent aussi des hésitations pour d'autres vaccins comparé à 20% pour les personnes vaccinées. À ce propos-là, l'Agence de la santé publique nous fait part de lacunes dans les vaccinations systématiques suivant la pandémie. Et j'aimerais rapporter que, surtout en ce qui concerne les enfants, à ce jour, il y a 23 millions d'enfants qui ont manqué leur vaccin de routine en 2020, soit 3,7 millions de plus qu'en 2019. Donc c'est un résultat qui est appliqué et que l'on voit dans la population en général. Ensuite, deuxième volet de la recherche, nous avons effectué des entrevues avec des organismes communautaires qui ont été choisis à cause des services qu'ils offraient aux membres des communautés cibles. 15 entrevues ont été réalisées, toutes au téléphone ou par Zoom, en raison de la pandémie. Il n'était pas possible de se rencontrer. La grille de questions portait sur la description du rôle de l'organisme, les mesures sanitaires en cours, et puis aussi les processus de recherche d'informations, la mise en place d'informations pour les bénéficiaires au sujet de la COVID-19, aussi de la vaccination, la politique de vaccination mise en place et les questionnements des intervenants et puis de leurs bénéficiaires vis-à-vis de la vaccination. Donc, au sujet du rôle des intervenants, ils donnaient tous des services essentiels à leurs bénéficiaires, comme l'installation, l'intégration au pays, et puis les services offerts sont individuels ou en groupe. Tous les centres sont fermés, mais ceci dit, le travail de proximité se poursuit lorsqu'il y a des besoins comme l'aide au logement, l'accès à la nourriture, ou si les personnes ont des difficultés à se connecter. Vis-à-vis du passeport vaccinal, aucun passeport vaccinal n'est exigé à l'époque par aucun des organismes. Et tous les intervenants pensent que la question de la vaccination, c'est confidentiel, c'est personnel. Seuls 2 organismes le demandent, ce sont ceux qui organisent des activités de groupe. En ce qui concerne la promotion du vaccin, certaines personnes répondent qu'ils encouragent, mais ils n'ont pas de mandat de mettre en place la promotion et les intervenants nous soulignent qu'ils n'ont aucune formation pour le faire. Ils estiment que c'est un choix personnel. Au mieux, si on leur pose la question, ils orientent leur clientèle vers d'autres sources, vers le système de santé. J'aimerais souligner ici que cela pose un problème, vu que beaucoup de personnes, la moitié, souvent n'ont pas accès à un fournisseur de soins de santé, un médecin traitant. Les sources d'information des intervenants sont très variées. Beaucoup de sites Internet, certains utilisent Google Translate, Radio-Canada, beaucoup de recherches personnelles, des journaux, et puis aussi des informations qui sont données par les autorités gouvernementales pour ceux qui sont des agences d'immigration.
3 sujets ont été identifiés pour d'éventuelles sessions d'information avec beaucoup de questions sur la Covid-19, sur les vaccins contre la Covid-19 et puis aussi de l'information sur comment parler de la vaccination, que ce soit à leurs proches, mais aussi à leurs bénéficiaires, avec le souci que parler de la vaccination pourrait être un sujet clivant qui changerait la relation professionnelle ou familiale qu'ils ont avec l'autre. Finalement, la troisième partie de la recherche a été des entrevues en direct entre les pairs intervenants et les personnes non vaccinées. Nous avons pu recruter 9 pairs au sein des communautés cibles. Il faut savoir que à cette époque donc de la pandémie, nous sommes en confinement. Au début, nous avons pu avoir des réunions en ce qui concerne la formation des pairs, des rencontres en présentiel, et puis ces réunions de formation ont dû se passer par Zoom. Donc les pairs, ce sont des personnes issues des différentes communautés cibles, des personnes qui sont vaccinées et qui sont rémunérées, qui bénéficient d'un contrat et qui ont eu une formation de 3 sessions. Ces sessions portaient sur leur rôle, avec leur participation dans l'équipe de la recherche et le projet, en fait, puisqu'ils nous suivent à travers toutes les étapes du projet. Donc, comment recueillir l'information? On leur a expliqué la grille, bien sûr, du questionnaire. Et puis aussi une session d'interaction avec les participants, de gestion de situations de crise et puis d'écoute empathique. J'insiste un petit peu sur les interactions avec les participants. Beaucoup de nos pairs étaient très enthousiastes et très positifs envers la vaccination et avaient du mal à rester neutres et simplement recueillir l'information. Donc, nous avons eu des situations de rôle pour répéter ces interactions à l'avance. Bien sûr, aussi, cette formation portait sur comment respecter le protocole sanitaire. À cette époque de la pandémie, donc avoir une intervenante, un intervenant présent lors de toutes les entrevues entre pairs et personnes non vaccinées a causé certaines difficultés de logistique, puisque on parle ici de personnes qui ne vont pas forcément avoir accès à du transport ou pouvoir gérer un rendez-vous à l'avance. Et donc, le centre communautaire de la Boussole, avec ses intervenants, ont dû faire montrer beaucoup de flexibilité, surtout au niveau de leur disponibilité. Le questionnaire portait sur certains éléments de démographie, le statut vaccinal, bien sûr, l'accès aux soins de santé, l'accès au logement et nourriture des personnes, l'attitude envers le vaccin et le virus, et les sources d'informations auxquelles les personnes avaient affaire. Bien entendu, les pairs intervenants proposer aux personnes, si elles ne désiraient pas répondre à une question, de pouvoir quand même continuer l'entrevue. C'est à signaler parce que beaucoup de personnes, à ce moment-là de la pandémie, étaient un peu hésitantes à participer à une entrevue et surtout donner de l'information un peu spécifique sur leur situation. Les pairs intervenants ont pu réaliser 59 entrevues avec une majorité d'hommes et 10% d'aînés.
si on classe les sujets par origine, on a 50% de personnes d'origine africaine, 23% de l'Est du pays, 23% immigrants d'Europe. Parmi ceux qui ont répondu au questionnaire donc démographique, on a 11 itinérants, 36 personnes qui ont un logement stable, 3 personnes n'ont pas accès régulièrement à de la nourriture et 18 personnes sont sans emploi. 38 personnes possèdent une carte d'assurance maladie et 29 ont un médecin de famille. Les autres signalent alors que, bien sûr, en cas de soucis de santé, ils vont s'adresser aux urgences ou dans ce qu'on appelle ici les walk-in clinics. Au niveau de degré d'hésitation vaccinale, 7 personnes n'ont pas d'hésitation clairement articulée et 17 légères hésitations. Les autres présentent une hésitation clairement exprimée. Il est à noter que le degré d'hésitation, parmi ceux qui sont complètement opposés, forte résistance, il n'y a aucun lien avec le niveau d'éducation et que dans ce groupe-là se retrouvent les aînés. Parmi ceux qui rapportent une forte opposition à la vaccination, les raisons sont très variées. Beaucoup de personnes nous disent la Covid n'est pas un problème, je ne crois pas à ça, avec une opposition au mandat à l'époque. Je le rappelle, il y avait le passeport vaccinal. Donc, forcer les gens, créer une société de division et contre mes valeurs. C'est le message des dictateurs. Donc, le peu de crainte vis-à-vis de la Covid revient souvent. C'est comme une grippe. Et les personnes invoquent parfois une crainte des effets secondaires des vaccins avec une méconnaissance des effets à long terme. On voit une perte de confiance des gens dans les instances gouvernementales et sanitaires. Il y a un manque, les personnes rapportent un manque d'informations fiables. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le vaccin. Je fais attention à ce qu'on injecte dans mon corps et une méfiance vis-à-vis du gouvernement. Il y a eu un changement politique en Colombie-Britannique et on est passé de « venez si vous voulez » à « on va vous empêcher d'avoir une vie ». Parmi les sujets peu opposés à la vaccination, on retrouve 80% des immigrants d'origine africaine qui rapportent des craintes modérées vis-à-vis du vaccin, peu de soucis, modérées vis-à-vis du virus et peu de soucis vis-à-vis des vaccins. Personne dans leur entourage ne les a encouragés ou pas à se vacciner et ils savent se faire vacciner. Le passeport vaccinal ne les affecte pas, ils ne sortent pas beaucoup et rapportent qu'ils restent en famille ou se reçoivent entre familles. Ils ont accès à de l'information, mais la trouvent confuse. Les itinérants indiquent qu'ils ont d'autres soucis. Je voudrais à ce sujet rapporter que c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu de la part des itinérants qui rapportent que la crise Covid, c'est notre crise, alors qu'eux souffrent de la crise des opioïdes, en particulier en Colombie-Britannique et d'ailleurs en Alberta aussi. Nous sommes une région qui est affectée. Et depuis 2 ans, on a vu une augmentation de 90% de morts, avec un lien certainement avec la crise Covid, dans le sens que les drogues sont beaucoup plus disponibles, il y a une augmentation de stress chez les personnes, et puis une
certainement des difficultés d'accès aux services d'aide. Donc, en ce moment, on a plus que 6 morts par jour depuis le début de l'année. Donc, cette crise Covid est reléguée certainement un peu plus loin dans leurs soucis. Dans les sujets peu opposés à la vaccination, on retrouve aussi des personnes qui nous disent qu'ils ont 2 doses, mais ils pensent que 2 suffisent. Au terme de cette phase de recherche, nous allons alors travailler avec une équipe d'illustrateurs et toujours les pairs de la communauté, avec l'aide bien sûr des organismes collaborateurs, pour identifier dans une première phase les concepts et puis les illustrer. Alors, j'aimerais vous présenter quelques infographies que nous avons réalisées. Nous en avons réalisé 6. Les sujets que touchent ces infographies sont la sécurité des vaccins, l'efficacité des vaccins, le rappel, comment parler à ses proches ou à ses bénéficiaires du vaccin, comment vérifier son information, et puis la Covid, une maladie à ne pas sous-estimer. Je voudrais vous présenter justement cette infographie qui touche à, donc, comme nous l'avons entendu, à différentes phases de la recherche, les personnes qui sont hésitantes à la vaccination rapportent ne pas craindre la Covid et la considérer comme une simple grippe. Parmi nos pairs, nous avons Daniel qui n'avait pas été vacciné et au début de la pandémie, alors qu'il se sentait en pleine forme, a été touché par la Covid et souffre encore à ce jour d'effets de Covid long. Daniel, qui travaille avec nous depuis le début du projet, tenait à témoigner. Les symptômes de Daniel sont validés par le docteur Brian Conway, qui est un expert de la Covid en Colombie-Britannique et qui est aussi le médecin de Daniel. Donc, on retrouve dans cette infographie différents concepts qui ont été identifiés lors de la recherche et on espère répondre à ces questions des personnes. En particulier, une personne qui se sent en pleine forme, qui va être affectée et qui va subir 2 séquelles long terme. Cette infographie-là adresse donc les difficultés qu'avaient les intervenants à parler du vaccin à leurs bénéficiaires, mais aussi à leurs proches. On retrouve aussi là les éléments que nous a apportés les questions de la recherche. Donc, normaliser de se poser des questions, savoir écouter avec empathie et réfléchir, se mettre à la place de l'autre avant de parler. Et ceci spécifiquement, par exemple, lorsqu'on s'adresse à des itinérants pour qui la crise des opioïdes est peut-être beaucoup plus importante que la Covid, comment aborder la question du vaccin. Certaines personnes aussi, certains immigrants africains nous rapportent que pour eux, ils ont le souvenir d'expériences de certains laboratoires pharmaceutiques qui ne leur donnaient pas un consentement éclairé. Et donc, à ce niveau-là aussi, cette réflexion peut toucher alors plus de transparence dans le dialogue
et les questions que les personnes se posent vis-à-vis du vaccin. Donc, fournir aux personnes des informations simples et sincères. Et puis finalement aussi le message que ce n'est pas ce que vous dites, mais comment vous le dites qui va faire la différence. Et ici, on pense répondre, par exemple, aux difficultés qu'ont les personnes à rétablir la confiance dans le gouvernement, dans les instances sanitaires, et à ne pas forcer les personnes, mais plutôt répondre à leurs questions d'une façon qui soit compréhensible. Avec cette infographie-là, nous répondons là plus directement aux questions des personnes en leur proposant de rester protégées tout en protégeant les autres. Nous avons ici une personne qui dit « Mais pourquoi un rappel? J'en ai déjà eu 2. Le rappel, et on lui répond, le rappel va augmenter ta réponse immunitaire. Quels sont les avantages du rappel ?» Et puis finalement, une personne, ça on l'a entendu beaucoup, j'ai déjà eu la Covid, pourquoi devrais-je me faire un rappel? Finalement, notre dernière infographie touche la vérification de l'information. Les personnes au niveau de la recherche nous rapportaient toutes, il y a une surabondance d'informations, elles sont contradictoires, comment vérifier? Donc il nous a paru important, toujours avec l'aide des pairs qui validaient à chaque étape ou presque de l'élaboration de ces infographies, qu'est-ce qu'une anecdote? On entendait beaucoup d'anecdotes. Qu'est-ce qu'un expert? Qu'est-ce qu'un mythe? Et puis aussi comme une checklist pour vérifier ces sources d'informations. Donc l'élaboration de ces infographies s'est faite avec les pairs qui, comme vous le savez, la francophonie, ces communautés francophones sont très diverses. Et donc, nous avons travaillé à ce que la communication, déjà, parle à tout le monde, le langage, et puis aussi les situations, les personnes. C'était un travail très intéressant, puisque parfois, certaines personnes nous disaient « mais chez nous, on ne regarde jamais la télévision », alors que d'autres nous disaient « mais si, représenter une personne devant un match de foot, ça va vraiment engager les personnes ». Voilà, donc ces infographies-là sont toutes disponibles sur le site que je vous indique à la fin de la présentation. Et bien sûr, si vous désirez les imprimer, c'est tout à fait possible. Ce projet est destiné aux adultes de la Colombie-Britannique, mais je pense que toutes ces infographies sont tout à fait utilisables dans d'autres régions. Si jamais vous étiez intéressé à les utiliser, bien sûr, peut-être envoyez-moi un email. Je pense que l'Agence de la santé publique serait ravie de savoir qu'elles sont utilisées en dehors de la Colombie-Britannique. L'autre partie, nous avons, après la réalisation d'infographies, nous réalisons 3 courtes vidéos qui font parler l'une Daniel, qui veut témoigner de sa situation. Une deuxième vidéo va nous faire entendre le message d'un étudiant en pharmacie de la communauté. Et puis une troisième, un leader de la communauté Swahili qui est originaire du Burundi. J'aimerais vous faire écouter une vidéo. Daniel, de Montréal, qui vit maintenant à Vancouver. Mon nom est Brian Conway, je suis médecin infectiologue et médecin traitant de Daniel. La journée avant que je pogne la COVID, j'ai monté 17 étages à pied. Fait que tu peux pas faire ça si t'es pas en forme. Ça m'a frappé comme une masse.
Là, la COVID s'est mis, là, c'est des frissons, le grelot, des chaleurs, mal, pas capable de respirer. Puis ça a duré 5 mois comme ça. Intense. Puis ça a fini aussi rapidement, d'une journée à l'autre. Puis là, après, j'ai tombé avec des effets secondaires qui perdurent encore. Perte d'appétit, j'ai pas de mémoire, je dors pas, j'ai pas d'énergie. J'ai eu 3 attaques cardiaques. Là, j'ai des médicaments sans fin. Quand un individu est infecté à la COVID, dans la plupart des cas, au cours des quelques semaines, 1 à 2 semaines qui suivent l'infection, un prompt rétablissement a lieu. Donc, l'individu retourne à toutes ses activités normales. Malheureusement, chez 20 à 25 % des gens, des symptômes persistent. On parle d'une fatigue significative, d'une diminution de capacité cardio-respiratoire. Donc, on se fatigue très facilement quand on fait des efforts. On a des maux de tête, des problèmes neurologiques. On a une perte de l'odorat, une perte du goûter. Et toutes ces choses-là ensemble constituent le COVID long. C'est ça la vie après le COVID. Ces effets secondaires qui sont durables. T'es plus rien. Les gens qui sont vaccinés, qui deviennent infectés, qui deviennent contaminés, dans la grande majorité des cas, vont avoir une maladie qui va être très peu sévère, qui ne demandera pas d'hospitalisation avec un prompt rétablissement au cours d'1 à 2 semaines au plus. Donc, être vacciné, c'est très important pour empêcher la transmission de la COVID et la possibilité du COVID long. Faites-vous vacciner. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Voilà, cette vidéo, nous travaillons toujours avec l'équipe d'illustrateurs et cette vidéo va être illustrée. Donc, il s'agit simplement d'une ébauche qui va être complétée très rapidement. Toutes nos infographies sont donc accessibles sur le site que vous voyez. De même, les vidéos seront également accessibles. Et bien sûr, bon, je vous les invite à les partager. La troisième phase du projet, c'est la phase de dissémination, où nous allons partager, bien sûr, en utilisant les réseaux sociaux, largement les infographies, mais aussi en organisant des rencontres avec les membres des communautés cibles, et les pairs, bien sûr, sont impliqués, continuent à être impliqués et vont parler, expliquer les infographies et les concepts par derrière. Voilà, ici se termine ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sylvie. C'était une présentation qui est fort intéressante. Vous pouvez cesser le partage de votre écran pour l'instant. Et puis, en attendant, c'est maintenant à votre tour, participantes et participants en direct, de pouvoir poser vos questions, d'intervenir auprès de notre panéliste du jour, Sylvie Kruchten. Mais pour vous laisser, et si vous souhaitez le faire verbalement, simplement aller au bas de votre écran, dans la petite boîte qui indique réaction, levez la main. Et à ce moment-là, nous pourrons ouvrir votre micro, ou si ça vous convient mieux, vous pouvez simplement rédiger votre question dans la boîte de discussion chat ou encore le Q&A. Mais on va vous lancer une question de sondage interactif pour vous donner la chance de vous réchauffer un peu avant de prendre la parole. Alors, voyez, la question de sondage est la suivante. Avez-vous eu des conversations difficiles avec des personnes, soit des bénéficiaires de services ou des proches, hésitantes au vaccin? Donc, oui, souvent, oui, quelquefois, ou non, jamais. Alors, sur 71 % d'entre vous, quelquefois, vous avez ou vous avez eu des conversations difficiles avec des personnes. Alors, et pour 29 % d'entre vous, ça arrive souvent. Alors, le plancher vous appartient, le micro est à vous.
cocher, utiliser la boîte réaction pour pouvoir peut-être nous partager justement vos expériences de conversation difficiles, quels sont vos trucs, quelles sont vos pistes, peut-être aussi ce que Sylvie nous a présenté, comment est-ce que ça résonne chez vous? Est-ce que vous avez le sentiment que ce que Sylvie nous a suggéré, notamment au niveau de la relation, là, Sylvie nous avait parlé de normaliser, écouter, réfléchir. Comment est-ce que ça vient peut-être garnir votre coffre à outils en tant que personne qui intervenait auprès des gens qui hésitent à se faire vacciner? Donc, soit la boîte de discussion, chat, ou encore Q&A, ou encore réaction. On souhaite vous entendre d'un bout à l'autre du Canada, car il y a des gens de la côte ouest, il y en a aussi de la côte est. À quoi ça ressemble dans votre coin, la situation? En attendant que les gens formulent une première question, Sylvie, puisque vous avez une très bonne connaissance du travail auprès des clientèles plus vulnérables, au fur et à mesure que les résultats de recherche étaient obtenus, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement surprise, auquel vous ne vous attendiez pas? Ce qui, oui, une chose qui me paraît importante et qui justifie en quelque sorte la raison d'être de ces projets-là, c'est l'importance du lien avec les intervenants. Les pairs intervenants qui ont travaillé avec nous depuis le début de la recherche, bien sûr, quand on a commencé à travailler avec eux, on leur a demandé, vous êtes vaccinés, pourquoi vous êtes fait vacciner? Et puis, la moitié d'entre eux nous ont dit, c'est après en avoir discuté avec tel intervenant ou cette personne de mon shelter m'avait encouragé à aller me faire vacciner. Et on s'aperçoit du rôle vraiment du lien avec les personnes. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème en ce moment, c'est que souvent les membres des communautés vulnérables n'ont pas forcément accès à un fournisseur de soins de santé. Et cette personne avec qui ils vont avoir un lien privilégié, ça va être souvent un intervenant. Comme on l'a vu dans la recherche, ces intervenants ne se voient pas toujours un rôle au niveau de la prévention et sont parfois un peu hésitants à faire de la promotion du vaccin puisqu'ils n'ont pas cette formation médicale. Donc ça, c'était un des sujets, un des points qui m'a un peu surpris. Je voudrais ajouter que l'Agence de la santé publique, par le Fonds de partenariat d'immunisation, finance plus de 100 projets à travers le pays, et justement pour des raisons de difficulté d'accès pour les personnes dans des communautés marginalisées, difficulté d'accès à l'information qui leur parle, qui soit accessible. Alors, toute l'importance de cette relation-là avec l'intervenant, avec une personne clé. Oui. Absolument. Merci beaucoup. Donc, je vous relance. N'hésitez pas si vous avez un commentaire, un témoignage aussi, parce qu'on a la chance, comme je disais, d'avoir des gens de différents coins du pays. Vous avez aussi mentionné tout à l'heure l'importance de la crise des opioïdes qui touche de façon très importante les clientèles vulnérables et comment est-ce que cette crise-là avait préséance à leurs yeux sur celle de la COVID. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter un peu quelque chose à ce niveau-là. Oui, je crois que c'est important, c'est quelque chose qui est revenu souvent avec les pairs, c'est quelque chose qui est constant dans leur vie et c'est important d'en parler et puis de la situer aussi dans la crise Covid.
Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous a ouvert les yeux et je pense que les efforts dans notre information au sujet de la vaccination doivent certainement reconnaître et puis situer et en parler. Et c'est vrai que certainement que tant qu'on donnera beaucoup de ressources pour la crise Covid, ces ressources-là seront prises dans certaines mesures à des ressources données pour la crise des opioïdes, dans le sens que c'est plus difficile d'accéder à des services d'aide. Et c'est quelque chose de réel dont il faut parler, dont il ne faut pas avoir peur de reconnaître. Oui. Tout à fait. Si quelqu'un était dans son coin de pays puis se disait, comment est-ce que je fais pour répliquer une démarche telle que la vôtre chez vous, fais-moi un dessin. Est-ce que vous auriez des pistes à suggérer à ces gens-là qui aimeraient peut-être se lancer comme ça ou est-ce que vous seriez disponible peut-être pour en appui à ces gens-là ou en fait avoir des bonnes conversations avec ces personnes-là? Bien sûr, avec grand plaisir. D'abord, c'est toujours vraiment un grand plaisir de travailler avec la communauté et de se laisser guider. Et d'ailleurs, dans notre travail avec les pairs, en fait, dès les premières réunions, dès les premières rencontres, ça a été très, très riche d'informations et ils nous ont guidés et orientés peut-être un petit peu différemment. Par exemple, c'est eux qui nous ont dit la Covid, on n'a pas crainte, mais c'est vrai qu'on s'est fait vacciner parce qu'on a vu certains cas et on n'avait pas envie d'avoir ça. Et du coup, c'est comme ça qu'on a mis en place cette infographie sur une maladie à ne pas sous-estimer. Donc, se laisser ce travail communautaire, participatif, est constamment un échange. Et puis aussi demande une grande flexibilité. Ça, c'était vraiment un des éléments peut-être les plus difficiles durant la pandémie, c'est de s'adapter à toutes les contraintes qu'on a dû, auxquelles on a dû se plier. Parfait. Écoutez, on a une question de la part d'une personne qui se demande est-ce que vous prévoyez faire des suivis auprès des personnes qui ont été sondées dès le départ pour voir comment est-ce que peut-être fais-moi un dessin aurait eu d'impact sur ces gens? Alors, évidemment, les personnes qui ont eu des entrevues, on leur a garanti la confidentialité. Et ça, c'était très, très important pour elles et pour le projet de ne pas, bien sûr, divulguer d'éléments qui pourraient les reconnaître. Donc non. Ceci dit, comme nous travaillons toujours avec les pairs, nous les encourageons à inviter les personnes avec qui ils sont en contact, parce qu'ils sont tous en contact avec des personnes qui ne sont pas vaccinées, et on leur demande si ils peuvent les inviter à, par exemple, un repas communautaire où on partagerait alors notre travail sur les infographies. Mais les inviter directement, non, parce que c'est une partie très importante de garder cette confidentialité-là. Tout à fait. On va voir à l'écran apparaître quelques questions de sondage pour évaluer la présentation d'aujourd'hui. Alors, la Société Santé en français est très curieuse de savoir est-ce que ce webinaire vous a permis d'améliorer vos connaissances. Ça, c'est la question 1. Qu'elle a contribué à creuser davantage votre réflexion.
Est-ce que vous avez l'intention peut-être de partager quelques-unes des pistes qui ont été présentées aujourd'hui par Sylvie? Après ça, on a des questions de type le format et tout ça. Donc, on vous invite à défiler la petite bande grise qui est aux côtés de l'écran pour vous rendre jusqu'à la dernière question, puis par la suite soumettre. Moi, j'ai très hâte, Sylvie, d'en savoir encore plus par rapport à l'étape de la diffusion parce que vous allez vraiment impliquer ces pairs aidants dans la diffusion. Et puis, le fait de les impliquer, justement, ces intervenants dans la diffusion, comment est-ce que ça a peut-être modifié votre stratégie de départ? Parce que parfois, on a des intervenants de la santé publique ou autres qui planifient une diffusion, mais quand vous avez intégrer les pairs, comment est-ce que cette diffusion-là, la planification de votre diffusion a-t-elle été modifiée et si oui, comment? Eh bien, nous avons déjà un peu commencé la diffusion des infographies. D'ailleurs, demain, nous avons une rencontre à la Boussole. Et je dois dire que les pairs intervenants, qui sont les mêmes qu'au départ, nous suivent et vont tous assister. D'ailleurs, si par exemple notre audience n'est pas assez grande, on va travailler ensemble pour voir comment diffuser cette information, comment faire passer les messages et comment en parler davantage. Donc les pairs, en particulier Daniel, sont toujours intéressés à passer à la radio. Il y a eu 3 entrevues déjà avec Daniel qui fait passer son message, qui n'hésite pas à le faire. Et puis, ils vont nous indiquer certainement d'autres lieux où on pourrait discuter et parler en prenant comme support alors ces infographies. Sylvie Kruchten, je vous remercie pour cette présentation aujourd'hui, de nous avoir informés quant à la situation qui prévalait, les pistes que vous aviez décidé de prendre, les choix qui ont été faits aussi, mais ça a été très éclairant par rapport à comment est-ce qu'à chacun des volets, les informations que vous avez recueillies, comment ces informations-là ont été intégrées pour vraiment planifier le mieux possible des interventions qui allaient avoir un impact là, de façon optimale. Je vous remercie de votre présentation. Je vous souhaite un très bon succès pour la suite des choses et encore d'autres sources de financement pour pouvoir continuer et diffuser dans la francophonie canadienne, dans la francophonie chez vous, dans la francophonie canadienne et aussi, comme je disais, dans la francophonie internationale. Félicitations et merci pour cette présentation. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous.